à toutes et à tous. Je m'appelle Conrad Weiss, bien sûr. Bienvenue à cette session de présentation des posters. Lors de cette session, nous allons donner la possibilité à nos collègues chercheurs de nous présenter leur travail de la façon la moins scientifique possible, afin que ce soit facile à comprendre pour nos audiences qui font partie des familles des patients. Et le lauréat de ce petit concours sera annoncé demain et obtiendra un prix de 200 €. Nous allons commencer par Julian Midgley, qui est professeur au département de pédiatrie de l'Université de Calgary. Et il va présenter deux de ses projets. Le premier est intitulé « Faible force de préhension corrélée à une faible densité minérale osseuse chez les patients atteints de cystinose ». Deuxième présentation intitulée « 2 grossesses successives pour une mère atteinte de cystinose et fonction rénale maintenue, l'effet sur la fonction rénale et la protéinurie ». Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas vraiment un chercheur. Je travaille notamment avec des patients atteints de cystinose et je suis heureux de pouvoir vous présenter quelques-unes de mes données. Vous avez mes diapositives? Vous avez mes présentations? Parfait! Bien, alors nous savons tous que la myopathie est une des plus grandes manifestations, une des conséquences donc de la cystinose, c'est-à-dire que la force musculaire diminue, la portance diminue, et moins de portance signifie aussi une plus faible densité minérale osseuse. On peut mesurer la force musculaire grâce à un dynamomètre, et l'idée vraiment ici d'établir une corrélation entre la force de préhension et la densité minérale osseuse. Nous avons travaillé avec 16 patients pour lesquels nous avons évalué la force de préhension à un moment donné, et nous avons comparé cela à leur densité minérale osseuse, et notamment celle de l'avant-bras. J'ai décidé de me pencher sur l'avant-bras, car c'est à l'avant-bras qu'a attaché la main et qui nous permet de mieux mesurer la force de préhension. L'idée est aussi d'établir des comparaisons en fonction de l'âge. On va de 0, mesure moyenne, pour un âge particulier au sein de la population, et ça peut aller jusqu'à... on peut aller donc l'échelle est donc de -2 à de -2 à +2, pardon. Et donc vous voyez ce graphique avec les lignes qui représentent le -2, le 0 et le 2. 16 individus, donc, avec un score Z allant de -1,5 à près de 0, la moyenne étant -1,5. C'est inférieur à la moyenne de -2,2 pour 10 de ces individus. Donc pour cette population-là, les résultats sont inférieurs. Après transplantation, les scores Z sont inférieurs pour la force de préhension et la densité minérale osseuse, notamment parce que la force de préhension et les scores Z de force de préhension et de densité minérale diminuent avec les patients ayant vécu une transplantation, car ces patients sont plus âgés. Vous avez donc un graphe ici qui établit la relation entre ces deux éléments. Les résultats sont assez éparpillés, mais en général, une faible force de préhension va de pair avec une faible densité minérale osseuse. Voilà, ça c'est le résultat principal. Le cadre ici démontre donc la situation normale, et la moitié des individus de notre étude sont en dehors de cette échelle de normalité. Donc, bien sûr, les limites de notre étude, c'est que peu de patients ont été étudiés, les scores Z de la densité minérale osseuse n'ont pas été ajustés pour les personnes de petite taille, et il y a également des différences entre la main droite et la main gauche, et il faudrait nous pencher là-dessus. Aussi, les personnes ayant de la cystinose ont une force de préhension inférieure à la moyenne et une densité minérale osseuse inférieure à la moyenne. J'espère donc que les patients atteints de cystinose tentent de
conserver leur force de préhension, de vérifier leur densité minérale osseuse tous les ans ou tous les 2 ans pour s'assurer qu'ils ont un bon apport en calcium. C'était pour ma première présentation. Y a-t-il des questions? Oh, je ne sais pas si vous avez un micro à donner à cette personne. Alors malheureusement, la question est posée hors micro. Les interprètes ne peuvent pas la traduire. La question concerne la prénisone, qui est associée à une densité minérale osseuse inférieure à la moyenne, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les patients ayant eu une transplantation ont aussi une densité minérale osseuse inférieure. Après un certain temps, en général, les scores Z de ces personnes s'améliorent, mais nous n'avons pas encore assez de mesures de différents patients pour déterminer aussi ce qui peut affecter cette corrélation entre ces deux éléments. Mais la prednisone a, selon moi, du moins je le suspecte, un effet aussi sur la force de préhension. Donc il faudrait mesurer l'effet de la prednisone en prenant ces deux mesures. Aussi, avez-vous des recommandations par rapport à l'utilisation de la prednisone pour les patients atteints de cystinose ou pour les patients ayant eu une transplantation mais qui ne souffrent pas de cystinose? Bonne question. Devrions-nous utiliser moins de prednisone ou pas avec les patients atteints de cystinose? Eh bien, il y a des endroits où on utilise moins de prednisone ou moins de stéroïdes. Dans le cas de transplantation, ça peut être une des raisons. L'un de mes patients les plus âgés a 57 ans. Sa myopathie est assez avancée. Sa force dans ses membres inférieurs est si faible qu'il ne peut même plus lever la main. Aussi, je pense qu'il faudrait davantage tenter d'améliorer la force musculaire. Bien. Passons maintenant donc à ma présentation sur les grossesses. Alors ici, nous avons le cas d'une personne très intéressante qui a eu 2 grossesses. Il y a eu des complications probablement liées à la cystinose, mais c'est aussi des complications que connaissent la plupart des personnes ayant eu une transplantation. Il y avait donc 2 types d'individus, une personne de notre groupe et une personne d'Afrique du Sud qui déclaraient que des personnes avaient eu une grossesse sans avoir eu de thérapie rénale. Ici, vous avez un extrait du premier article. La ligne en tiret représente la fonction rénale et la fonction rénale. Le GFR augmente au fil de la grossesse et puis ensuite en bleu, vous voyez le compte total des protéines qui augmente énormément pendant la grossesse puis qui rediminue après la grossesse. La plupart de ces protéines se retrouvent dans l'urine. Vous constatez donc des niveaux un peu plus élevés dans les urines pendant la grossesse. Cette personne a donné naissance à un bel enfant, sain, en bonne santé. Et 2 ans plus tard, elle est à nouveau tombée enceinte. Elle a arrêté son traitement en cystéamine. « 36 semaines après être tombée enceinte. Et l'idée était de mesurer le GFR et le taux de différentes protéines pendant, avant et après la grossesse. Nous avons donc fait 2, 3, 4 mesures avant et après chaque grossesse. Et ici, vous avez les moyennes. En haut, en pointillé, vous avez le taux de GFR avant et après la grossesse. Vous voyez qu'entre la fin de la première grossesse et le début de la deuxième grossesse, le GFR a légèrement diminué et les protéines, elles, par contre, sont restées plus ou moins au même niveau. Il n'y a pas eu de grosses améliorations. Par contre, le GFR a diminué plus rapidement après la deuxième grossesse et les protéines ont, quant à elles, fortement augmenté.
Donc voilà, ça ce sont les données graphiques. Ici vous avez un tableau reprenant ces données. Vous constatez donc que le GFR a atteint moins 7% après la première grossesse et moins 20% presque après la deuxième grossesse. Et tout cela, bien sûr, est affecté par différentes protéines. Et les protéines ont quant à elles augmenté avec plus ou moins le même ratio, le même pourcentage après chacune des deux grossesses. Voilà les données que nous avons par rapport à ces deux grossesses. Nous savons que la grossesse en général peut affecter les maladies rénales, peuvent affecter les maladies rénales. Lorsqu'on cesse de prendre de la cystéamine pendant la grossesse, ou du moins pendant les premiers et deuxièmes semestres, ça signifie que le rein va être plus affecté, plus touché par la cystinose, raison pour laquelle on constate aussi un déclin du GFR. Mais cette famille est très heureuse d'avoir 2 enfants en très bonne santé, 2 garçons en très bonne santé, et je suis très heureux pour eux aussi. Malheureusement, à nouveau, la question est posée hors micro. Pensez-vous que, donc alors que nous repoussons de toujours à plus tard les insuffisances rénales terminales, quel sera l'effet? Est-ce qu'il y a eu des cas de prééclampsie? Non, cette dame a eu des problèmes de cystite notamment, mais pas de prééclampsie. Elle a dû prendre de l'aspirine en prévention et cesser tout médicament qu'elle ne devait pas prendre pendant sa grossesse. Dans notre clinique, je continue de traiter les patients adultes étant atteints de cystinose. Il y en a quelques-uns qui ont 20 ans, 30 ans et qui disposent encore d'une fonction rénale et qui peuvent tomber enceintes. Donc c'est essentiel, extrêmement important. Question posée hors micro, intraduisible. Ah, voilà, ça y est. Oui, j'entendais quelqu'un parler tout à l'heure qui suggérait que certains des médicaments anti-rejet, après une transplantation de rein, peuvent être dangereux pour le fœtus. Quel est le protocole dans ce cas-là? Protocole à suivre? Eh bien, dans ce cas, on cesse de prendre des médicaments qu'on ne devrait pas prendre pendant la grossesse, tels que Echinopeutes, qu'on utilise très souvent pour la protéinurie. On cesse donc de les prendre. Et donc, bien sûr, cette dame a consulté un obstétricien pour les personnes à haut risque afin que sa grossesse soit supervisée et afin que tout soit pris en compte. Merci. Oui, je voudrais ajouter encore quelque chose. L'un des défis pour évaluer les grossesses de femmes atteintes de maladies rénales chroniques, eh bien, c'est que la maladie et l'équilibre hormonal est très différent pendant la grossesse et lorsque la femme n'est pas enceinte. Aussi, comment la grossesse a eu un impact sur tout cela? Eh bien, cette dame n'a pas eu de problème. Elle prend des compléments et son diagnostic a été établi très tôt parce que sa sœur était atteinte de cystinose. Donc, elle ne prend que très peu de compléments. Un peu de phosphate récemment, très peu de bicarbonate, un petit peu de potassium, mais elle n'a pas eu de problème par rapport à tout cela lors de sa grossesse. Très bien. Passons maintenant aux 2 autres présentations, 3 et 4, de Louise Médard qui ne peut pas être là à nos côtés, mais nous aurons donc la présentation
par le professeur de la KU Leuven qui va présenter les 2 prochains résumés intitulés Activité de transport cystine résiduelle pour les mutations CTNS spécifiques infantiles et juvéniles et aussi les modèles cellulaires humains isogéniques euh, euh, pour les mécanismes sous-jacents de la myopathie liée à la cystinose. Donc ceux-ci ne sont pas en compétition. Les 5 suivants le seront bel et bien. Donc voilà, les 2 prochains résumés ne sont pas en compétition. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer brièvement ce que l'on a fait. On s'est penché sur des mutations faux sens du CTNS dans l'écriture de la protéine CTNS. Ça y est, je me trompe déjà avec le pointeur. Alors ça c'est pour le prochain. Alors ça c'est pour la myopathie. Donc je vais tout d'abord expliquer la myopathie. Là, avec la myopathie, c'était un projet du CNS Irlande pour développer un modèle animal pour la myopathie. Et on n'utilise pas les modèles humains non plus pour ça. Alors personnellement, je ne suis pas un expert muscle. Je travaille sur les vecteurs. J'ai travaillé avec 7 personnes experts dystrophie à la KU Leuven. Alors, ce que l'on a utilisé, c'est un myoblaste précurseur. Et donc, on s'est demandé si on pouvait faire croître cela dans une boîte. Et donc, si on prive ces myoblastes de certains nutriments, ces cellules vont évoluer et vont créer des myotubes. C'est la première étape de développement musculaire. Dans le cas du processus, nous avons cherché à utiliser une technologie pour supprimer ces protéines CTNS. Cela permet d'utiliser une mutation, et parvenir à la délétion complète de la protéine, et puis de mettre en place des myotubes et de les utiliser dans un deuxième cycle, et puis voir si le phénotype identifié ici peut être modifié en utilisant une nouvelle protéine CTNS. Alors, je peux vous montrer davantage de données sur la fiche en dehors de la salle. Alors, nous sommes parvenus à mettre en place un modèle, à analyser, et nous avons détecté qu'il y a un groupe de 40 protéines exprimées à un niveau plus faible. Nous devons encore voir ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est que lorsque l'on ajoute une protéine CTNS, cela remonte à un niveau type sauvage. Voilà qui nous donne un modèle. On doit voir ce que font ces protéines, comment elles fonctionnent, quelles voies sont déclenchées. Ce seront les prochaines étapes à étudier. Avez-vous des questions peut-être ? Ben oui, j'étais clair, évidemment, cristallin même. Bon, pas de questions. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Alors, la deuxième présentation, ce sont des données qui ont été recueillies par Louise. Dans le cadre de cette étude, avec mes étudiants, nous avons tenté de mettre en place un bon modèle. Donc, l'idée est d'abattre la protéine CTNS et l'idée de pouvoir revenir à l'état sauvage en réintroduisant une protéine fonctionnelle. Si on utilise une protéine non fonctionnelle, c'est le groupe de contrôle négatif, n'est-ce pas? Donc, il y a 6 ans,
nous avons mis en place une protéine CTNS contrôle. Dans la littérature, elles sont toutes considérées comme non fonctionnelles. Une protéine est constituée comme une perle dans un collier considérable. Il y a 20 types de perles différentes, les acides aminés. Mais parfois, un acide aminé peut être remplacé par un autre. C'est ce que l'on appelle une mutation faux sens. Cela peut affecter la fonction de la protéine. Ça a été publié aussi, c'est indiqué ici. C'est lié à des mutations juvéniles ou infantiles. Alors, initialement, nous avons commencé à cloner ces mutations. Nous les avons testées dans une cellule épithéliale saline. Une cellule qui recouvre l'épithélium des tubules proximaux. Grâce à une technologie, un vecteur viral, nous avons introduit la version mutée dans la cellule avec le type sauvage. Observation, analyse réalisée. Résultat. Si il y a des cellules sauvages avec le CTNS ou des cellules qui perdent le CTNS, nous savons que les niveaux de cystine augmentent. Ce que l'on a observé, c'est que ici, lorsque l'on a réintroduit les 3 points de données, lorsque l'on a réintroduit le CTNS fonctionnel, on lutte contre l'accumulation de cystine. À notre grande surprise, plusieurs points de mutation également sauvés face à l'accumulation de cystine. Ce n'est pas toujours le cas ici, c'est une très petite délétion, 1, 2, 8 cas. Et ici, ce qui est le plus intéressant, c'est ici le G339R, la mutation G339R, là, pas du tout de sauvetage. Donc, pour nous, ça nous a laissé perplexes parce que c'est très clair, à un moment, une mutation dans la protéine CTNS tue l'activité de transport. Mais plusieurs mutations sont possibles. On en a testé que quelques-unes qui peuvent toutefois sauver la fonction de transport et qui peuvent ouvrir différentes approches de traitement. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Merci beaucoup. Ah oui, il y avait quand même une question. Ne vous échappez pas, c'est une question d'Anne-Marie. Est-ce que cela veut dire qu'il faut utiliser cela sur tous les patients? Alors, pour moi, en tant que scientifique, ça serait intéressant d'établir le phénotype des patients. Alors, ce que je recherche, ce sont des salins avec ces mutations particulières. Et ça, c'est difficile de les trouver. On les a choisis car elles étaient présentes dans la littérature. Et ces mutations données, alors je ne sais même pas s'il y en a ici dans la salle. Alors, compte tenu des évolutions dans la fibrose cystique, je crois et qu'aussi pour la cystinose, différentes mutations de points peuvent déboucher sur différents phénotypes. Et cette information pourrait nous aider à mieux répartir, mieux classer les patients. Alors, j'imagine, je ne sais pas si c'est le cas, difficile à le dire, mais je l'imagine sur la base de ces données. Très bien. À présent, nous allons passer au résumé numéro 5. Tous ces résumés, les 5 suivants, sont en lice pour le prochain prix. Nous avons Anne-Marie de Vrucht. Elle est praticienne à l'hôpital Radboud MC de Nimègue. Elle s'est penchée sur les expériences des patients. Son résumé, c'est
Les expériences rapportées par les patients pour comparer la cystéamine à libération immédiate ou à libération retardée. Merci beaucoup. Alors, nous avons comparé l'expérience des patients entre les deux types de cystéamine, immédiate retardée. Nous leur avons demandé de répondre à un questionnaire. Ce questionnaire a été fourni au groupe néerlandais et flamand de cystinose. 65 patients et leurs parents ont été touchés. Nous avons eu un taux de réponse de 58%. 38 patients ont répondu au questionnaire. Ce questionnaire reposait sur des compétences à 5 points. Des questions ont été posées sur l'adhésion, le respect du traitement, la charge du traitement et la qualité de vie, les effets indésirables, leur expérience en la matière. Les patients qui sont passés de la cystéamine immédiate à la cystéamine retardée ont souligné un meilleur respect au traitement. C'est très important, ce respect du traitement. Et donc, comment on avait défini ça dans notre étude? C'était prendre les médicaments tels qu'ils avaient été prescrits. Dans 90%, 93% des cas, ça a été respecté, contre 73% avec la cystéamine à libération immédiate. Aussi, petit groupe de 8 patients qui ont du cystagone et qui sont restés en cystéamine à libération immédiate. Avec la cystéamine à libération retardée, moins d'halitosis, moins de nausées et meilleur sommeil. Cela s'explique aussi par le fait qu'on ne prend pas de médicaments le soir. On s'est penché sur le concept de l'impact général d'un traitement ou de la maladie sur la vie. On s'est penché sur la qualité de vie ou sur le fonctionnement de l'individu, comment on se sent tout au long de la journée avec le traitement, avec la maladie. C'est le concept de santé positive. Alors, c'est aussi l'enthousiasme, la motivation à participer aux activités du quotidien. Nous avons constaté que les résultats sont passés de modérés à adéquats ou carrément bons, voire très bons. Donc, dans le groupe bon ou très bon, on a vu une hausse de 40 à 60%. Et donc, il y a eu véritablement une belle amélioration de ces aspects-là de la vie pour ces patients. Et donc, dans l'ensemble, cette expérience a été tout à fait positive. Donc, passer à la cystéamine à libération retardée. 3 patients ont répondu au questionnaire. Ils sont repassés au cystagon en raison des effets indésirables, principalement liés au système gastro-intestinal. Enfin, dernier point. Nous n'avons pas corrélé cela avec des marqueurs biochimiques. Donc, nous sommes contentés d'étudier les éléments qui ont été susmentionnés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que le public peut avoir accès au questionnaire pour voir à quoi ressemblent les questions? Je suis curieux pour la qualité des données. Alors, je crois que le groupe Cystinose a ce questionnaire. Oui, c'était en néerlandais, il a été traduit et il y a une brochure avec une version anglaise parce que nous connectons, euh, donc cela repose sur le même questionnaire. Alors, je me posais cette question. Est-ce que tous les patients prenaient les médicaments de manière orale ou y a-t-il d'autres types d'administration? C'était oral pour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir réalisé cet effort parce que ce sont des données très utiles. Si ça ne vous dérange pas, peut-on l'utiliser pour notre formulaire au Royaume-Uni? Voilà, merci beaucoup. Bien. Nous allons maintenant passer à l'extrait numéro 6, à la 6e présentation, avec Dr. Jesus Mateos Martin, qui va s'adresser à nous, qui est scientifique à l'Institut de recherche de Santiago de Compostela en Espagne, et qui va nous parler notamment de l'alpha-2 macroglobuline chez les patients atteints de cystinose. Implication pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Bonjour à toutes et à tous. Je dois dire que je suis assez nouveau dans le domaine de la cystinose. Moi, depuis longtemps, j'ai travaillé sur la protéomique pour mener des études. Alors, qu'est-ce que c'est la protéomique? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme, eh bien, la protéomique, c'est une série de techniques laboratoires très utiles pour étudier, pour identifier et répliquer des protéines qui sont modulées de manière différente dans le cadre de différentes maladies. La maladie est causée par un manque de protéines, par un accès défaillant ou un mauvais fonctionnement d'une protéine. Et grâce à la protéomique, on peut quantifier ces différences. Alors, qu'avons-nous fait? Au début, nous avons collecté des cellules cutanées auprès de patients souffrant de cystinose et auprès des parents, donc les progéniteurs. Nous les avons placés en culture et nous les avons traités avec ou sans des concentrations thérapeutiques de cystéamine. Qu'avons-nous obtenu comme résultat? Eh bien, nous avons obtenu la nature protéomique de cette maladie. Et je n'ai que cette diapositive pour appuyer ce que je raconte, mais ce que nous avons constaté, eh bien, c'était une accumulation attendue d'une protéine qu'on appelle l'alpha-2 macroglobuline, qui est une protéine clé pour les processus tels que la différenciation des monocytes dans la réglementation des cellules, dans l'endocytose aussi. Et nous savons maintenant que ces processus sont affectés lorsque le patient est atteint de cystinose. Cela laissait entendre que les cellules immunitaires jouaient un rôle important dans le cadre de cette maladie. Aussi, nous avons obtenu des cellules par immunotransfert d'un autre groupe à Barcelone. Et nous avons collecté les cellules responsables de la réponse immunitaire et auprès des parents non porteurs, non affectés. Et nous avons tenté de valider les résultats obtenus avec l'alpha-2 macroglobuline en utilisant une technique qui se sert donc des globules blancs qu'on appelle l'immunoblotting ou l'immunotransfert. Et nous avons comparé cela avec les résultats obtenus pour le premier groupe de cellules cutanées. Bien sûr, il s'agit ici de données préliminaires car nous sommes limités notamment par le nombre de patients qui ont participé à notre étude. Cela va devoir être corroboré par un modèle isogénique, peut-être par un autre type de modèle aussi, mais actuellement ce que l'on fait, eh bien, c'est qu'on collecte des échantillons de sang auprès de davantage de patients pour augmenter le nombre, pour augmenter notre cohorte. Nous le faisons dans les hôpitaux en Espagne et nous analysons la protéomique de ces nouvelles cellules. Et nous pensons que grâce à cela, nous aurons des informations biologiques bien plus importantes. L'idée, à l'avenir, est aussi
de pouvoir nous pencher sur ces petites molécules qui sont capables de changer le phénotype cystinotique des cellules. Donc nous collaborons aussi avec un groupe de dépistage réputé en Espagne. Ils disposent de toute une série de ces petites molécules, mais qui sont utilisées pour tester des médicaments déjà approuvés pour traiter différentes maladies aussi. Nous sommes en train de trouver un médicament qui pourrait nous aider dans les différentes phases pour lequel nous pourrions aider au développement, aux différentes phases de ce développement. Et donc, actuellement, nous en sommes à cette étape de notre travail. Et bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc vous utilisez ces progéniteurs, de quelle souche, de quelles cellules s'agit-il? Ces cellules progéniteuses, quelles sont-elles? Vous les utilisez pour la seconde cohorte de patients, c'est cela? Oui. Eh bien, en fait, nous collectons le sang des parents, des patients et le sang des patients eux-mêmes. Et donc, nous voulons effectuer une comparaison au niveau protéomique des différences qui peuvent exister entre les parents non touchés et les patients atteints de cystinose. Donc, vous comparez les monocytes des patients et les monocytes des parents. Oui, c'est cela. Parfait, merci. Bien, merci. Parfait. Je pense qu'il y a encore une dernière question. Oui, pardonnez-moi, Jesus. Donc, est-ce que l'mTOR s'est retrouvé dans le cadre de votre étude au niveau protéomique? Non. Non. Pas dans notre analyse protéomique des cellules cutanées. Non. Peut-être que c'est parce que nous avons choisi une lignée cellulaire bien spécifique. Merci beaucoup. Passons à la présentation suivante, présentation 7 du professeur du Dr Yin-Hao Zhang, doctorant et chercheur à l'Institut de Leuven sur les cellules souches. Et il va nous faire une présentation sur les cellules souches pluripotentes induites, dérivées et sur les muscles squelettiques dérivés de ces cellules souches et du modèle développé pour mener l'enquête sur la myopathie liée à la cystinose. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jay Ho-Jan, je suis étudiant doctorant à l'université de KU Leuven et j'ai participé à l'équipe de recherche de professeur Mariolo Sampol l'année dernière, ainsi qu'avec Louise Médard. Nous avons travaillé à un projet sur la myopathie liée à la cystinose et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce que je ferai. Comme vous le savez peut-être, la myopathie de la cystinose mène à des problèmes graves, notamment pour les muscles du corps qui couvrent un certain pourcentage de notre masse corporelle. Grâce aux transplantations de reins et à la cystéamine, l'espérance de vie des patients a fortement été prolongée. Cependant, toute une série de problèmes peuvent tout de même émerger lorsque les patients atteignent la vingtaine ou la trentaine, par exemple une faiblesse musculaire, une réduction de la masse musculaire dans les membres supérieurs, dans les mains, notamment les muscles derrière le pouce et l'index. Et c'est assez important car nous avons découvert qu'ils représentent près de 40% de la fonction de la main. D'autres problèmes musculaires peuvent aussi émerger, par exemple des difficultés à déglutir, à avaler, une incapacité à respirer. Quand on travaille sur une maladie, qu'on veut savoir ce qui se cache derrière, l'idée est d'avoir un modèle qui peut reproduire ce qui se passe dans le corps.
Cependant, les modèles précédents existants concernant la myopathie de la cystinose ne peuvent que répliquer que les premières étapes du développement des cellules musculaires. Aussi, peut-être ces modèles ne sont-ils pas assez matures, assez mûrs, et ce parce que les cellules musculaires ne peuvent vivre que quelques jours au départ. Et j'ai donc voulu tenter de tester 2 méthodes afin que ces cellules puissent vivre plus longtemps. Tout d'abord, j'ai utilisé un nouveau matériau, l'ECM, la matrice extracellulaire. Nous nous sommes rendus compte que cet ECM peut aider. Et puis ensuite, nous avons utilisé un autre matériau pour aider ces cellules à vivre plus longtemps, du moins au moins 11 jours, comparé à des cellules normales qui ne vivent que 5 à 6 jours. Donc ça représente 2 fois la durée de vie du groupe de cellules normales, mais bien sûr il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous voulons vérifier si ces cellules avec ces ECM, eh bien, sont-elles véritablement plus mûres, matures que les autres. C'est la prochaine étape. Nous avons également l'intention de nous servir des CSPI, les cellules souches pluripotentes induites, ainsi que des techniques 3D pour atteindre notre objectif qui est d'avoir des modèles plus matures, plus mûrs. Merci. Bien, merci beaucoup, Jinha. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante du docteur Eugene Kavanagh de l'université de Newcastle. Il est pharmacien et chercheur en pharmaceutique. Ses intérêts de recherche se centrent autour de la relation entre les propriétés physiques des médicaments et la pharmacocinétique. Il va nous parler de la croissance des cristaux de cystine et de leur déclin dans le contexte de la pathogénèse et du traitement de la cystinose. Merci beaucoup. Alors je vais peut-être maintenant prendre ma première diapositive. Voilà. Alors j'imagine que j'ai passé beaucoup de ma vie derrière un microscope. C'est peut-être un peu ennuyeux, mais je vais tenter d'être aussi intéressant que possible. Mon équipe à l'université de Newcastle réfléchit déjà depuis un certain temps aux cristaux de cystine. On sait que ces cristaux sont vraiment la plus grande cause des problèmes liés à la cystinose. Et vous pouvez voir ici un grand cristal de cystine, ici en haut à gauche, grâce au professeur Michael Ward. Eh bien, nous disposons de ce modèle des cristaux de cystine qui ressemble un peu à cela. Et vous pouvez voir ici que sur ce cristaux à gauche, eh bien, vous voyez ce modèle-ci et chaque bloc coloré du modèle que je tiens en main représente une molécule de cystine individuelle. Et on en a ici 6 dans un bloc Lego. Et ces blocs Lego, tout comme des Lego normaux, eh bien, si je tente de les empiler les uns sur les autres, eh bien, à un moment, cela va être déséquilibré. Alors que si on les empile l'un à côté de l'autre, si on les place l'un à côté de l'autre, on peut s'imaginer que ces cristaux vont grandir dans toutes les directions. Et c'est ce qu'on voit exactement ici à l'écran. On voit des petites plaques hexagonales qui proviennent de ce centre et qui se dirigent, qui grandissent dans ces 6 directions. Pourquoi est-ce que c'est important? Qui se soucie vraiment de ça, hein? Pourquoi serait-il important de savoir que les cristaux de cystine sont hexagonaux? Eh bien, cela permet en fait de mieux comprendre la chimie des différentes phases de formation des cristaux. Donc on sait déjà que ces cristaux grandissent, croissent rapidement dans ces 6 directions, plutôt que dans une seule direction. Et ce que cela signifie, eh bien, c'est que si l'on tente de dissoudre plutôt ces cristaux
eh bien, c'est parce qu'on va avoir une phase qui réagira lentement et une autre qui réagira plus rapidement. Et donc, on s'imagine que la zone qui se développe plus rapidement se dissolvera aussi peut-être plus rapidement. Alors, avec les reins, il y a beaucoup de production de fluide, d'urine, et donc il y a cette limite de la dissolution, et c'est vraiment ce qui prévaut dans le cadre de la dissolution. Mais on sait aussi qu'avec la cystinose, parfois, ces cristaux se forment dans des circonstances de flux assez faibles. Par exemple, lorsque le rein est obstrué, bloqué. Dans ces cas-là, le flux de fluide est assez faible. Et donc, lorsqu'on change le flux de fluide qui entre en contact avec ces cristaux de fluide, eh bien, on constate vraiment la création de ces creux, de ces fossettes pendant cette phase. Donc, l'idée est de savoir comment moduler la dissolution des cristaux de cystine grâce au flux. Ensuite, il s'agit aussi de savoir, peut-on comprendre la chimie, le fonctionnement chimique des médicaments pour la cystinose qui fonctionnent. Et donc, on prend toute une série de molécules qui sont utilisées dans le cadre d'essais cliniques sur la cystinose et je les ai utilisées et je les ai lavées en fait. J'ai lavé mes cristaux de cystine avec ces médicaments, avec ces fluides. Et le fait est qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais lorsque j'ai nettoyé, lavé ces cristaux de cystine avec ces médicaments, eh bien en fait, ces médicaments n'étaient pas plus efficaces que l'eau pour dissoudre ces cristaux. On sait qu'ils fonctionnent. On sait, dans le cadre des essais cliniques, que ces molécules nous permettent à la maladie de ne pas empirer. Mais par contre, ce qu'ils ne font pas, eh bien, c'est qu'ils ne dissolvent pas les cristaux de cystine, par contre, ils empêchent la production de cystine. Donc c'est légèrement différent. Pour certaines personnes, peut-être que cela n'a pas d'importance, mais pour un chimiste qui voudrait concevoir une nouvelle façon de dissoudre ces cristaux plus rapidement, cette distinction est importante. Alors peut-être que lorsqu'un patient n'a pas eu un bon diagnostic ou lorsque son diagnostic a été établi assez tard, la cystéamine ne va pas dissoudre les cristaux qui se seront formés entre-temps. Donc l'idée, ce serait d'avoir un médicament thérapeutique qui pourrait dissoudre ces cristaux plus rapidement. Et c'est là la valeur et l'intérêt de notre recherche sur ces cristaux de cystine. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai pris ça avec moi depuis Newcastle et je l'ai oublié sur la scène. Bon, merci. Oui, je vois qu'il y a une question. Pardonnez-moi. Oui, bien sûr, allez-y. Merci, c'était très intéressant. Je pense que votre approche est notamment très intéressante pour la cystinurie parce que c'est une maladie qui provoque des calculs rénaux. Et dans le cadre de la cystinurie, les cristaux de cystine se forment aussi dans l'urine. Aussi, je me demande si vous testez aussi la croissance de vos cristaux dans différents environnements. Quelle est votre approche à cet égard? C'est une question très intéressante. Je me suis penchée sur des cristaux de cystine qui, si j'ai bien compris, peuvent se former un peu partout, pas seulement dans le rein. Moi ici, je prenais cet exemple de flux élevé, flux faible pour l'exemple. Ce qui est intéressant de savoir, eh bien, c'est que si l'on prend de la cystéamine, qu'on le met dans un bol, elle se dissout. Et c'est la même chose pour le bicarbonate. Et on utilise tout ceci dans les cliniques pour tenter d'expulser les cristaux de cystine de nos cellules. Mais moi, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai changé le pH de la solution de cystéamine pour qu'il atteigne 7. Et ça, en fait, j'ai constaté donc que l'effet dépendait aussi du pH, contrairement à ce que l'on pense.
Je pense que cela empêche, par exemple, la formation de cystéine. Mais c'était vraiment effectivement une question très intéressante. On a créé de l'urine artificielle aussi pour euh, passer en revue d'autres systèmes. Oui, merci, allez-y. Donc, oui, j'ai une question. Bon, c'est pas vraiment une question, plutôt une commentaire. J'ai entendu dire que si j'utilise de la cystéamine pendant entre 30 jours et 90 jours, on constate déjà une diminution de la cystine après 30 jours. Eh bien, selon moi, ce qui se passe, c'est que l'eau du corps dissout la cystine. Ce n'est pas la cystéamine qui le fait. Car on prend des cristaux de cystine, on les place sous l'œil du microscope, on a de l'eau, des cristaux de cystine, et moi, vraiment, j'inonde. J'inonde ces cristaux de cystine avec une solution de cystéamine avec un pH 7, et rien ne se passe. Et donc vraiment, en fait, il n'y a pas eu de différence en termes de taux de dissolution lorsqu'on comparait cela à de l'eau. L'idée, en fait, c'est que la cystéamine, en fait, empêche la formation de davantage de cristaux de cystine. Moi, j'ai pu constater que, après 30 jours, il n'y a plus de cristaux dans la cornée, alors que j'en ai observé au jour 1 du traitement. Bien, je pense que la cystine n'est plus produite. J'imagine que s'il faut 30 jours pour que des tout petits cristaux ne se dissolvent, eh bien, j'imagine que c'est un processus naturel et que ce n'est pas vraiment dû à la cystéamine, à moins qu'elle ne change. Non, bien sûr, je ne dis pas ici que la cystéamine ne fonctionne pas. Elle fonctionne, mais selon moi, son mécanisme de fonctionnement est légèrement différent de ce que l'on passe. Ce qui est intéressant pour moi. Oui, bien sûr. Pour moi, ici, ce que vous avez montré n'était pas très clair. Oui, je dois dire, j'ai, nous avons un article très détaillé. Bien sûr, vous pouvez obtenir plus d'informations dans cet article. Très bien, bien dernier orateur de Sante Princierio Barlingo, chercheur au laboratoire de néphrologie pédiatrique à Amsterdam. Il va présenter la peroxydération lipidique induite par le stress oxydatif et le ciblage qui améliore la dysfonction des podocytes en cas de cystinose. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, merci à tous les patients qui sont là parce que c'est vous qui nous donnez l'énergie de continuer de continuer à travailler. Alors, c'est un titre vraiment compliqué, même pour moi. Donc, j'ai tenté de faire une présentation simple. Alors, imaginez que vous empruntiez cette magnifique passerelle. C'est une belle passerelle, qu'en pensez-vous? Oui, elle est très belle. Mais si je vous disais que, en fait, vous êtes en danger, car votre sécurité dépend de ces planches en bois sous les pieds, parce que si ces planches ne sont pas assez robustes, vous pourriez tomber. C'est le cas aussi, ça se passe aussi comme ça dans les reins. Donc voici notre corps, c'est le rein, nous avons le glomérule dans le rein qui fait office de filtre. Et puis nous avons ces cellules qui ressemblent à des pieuvres que l'on appelle des podocytes. Elles entourent les capillaires, un petit peu comme les planches de bois. Et elles évitent que les molécules à haut poids moléculaire et que les métabolites se retrouvent dans l'urine. En réalité, ce qui se passe en cas de cystinose, ce n'est pas comme ça. Quand tout va bien, les protéines à haut poids moléculaire et les métabolites sont conservés. Mais avec la cystinose, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'avec la cystinose, les podocytes se détachent. Elles sont emportées dans notre urine. C'est un problème.
C'est la raison pour laquelle les patients ont besoin de dialyse et de transplantation et de greffe. Alors, dans le cadre du projet, nous voudrions régler le problème. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi ces podocytes se détachent et puis comment faire pour y remédier. Et donc, nous avons prélevé ces podocytes de l'urine des patients, nous les avons mis en culture et vous voyez une belle image de ces podocytes. On dirait de petites pieuvres. Et nous les avons capturés, ces podocytes de cystinose. Ensuite, nous avons réalisé des tests sur les podocytes. Le premier test a été réalisé sur des patients pour voir si ces podocytes sont aussi adhérents que dans le cadre du patient de contrôle. À la surface, on voit que il y a moins d'adhésion, et donc ils vont se détacher. Aussi, on constate que leur perméabilité est accrue. Donc, si le podocyte ne fonctionne pas, il est plus perméable. C'est un problème. Comment y remédier? Parce que oui, quand on revient à la métaphore de la passerelle a bas de l'aile. Et donc, bah oui, elle se retrouve carrément dans le fleuve. Et donc, nous avons étudié les podocytes et ce que l'on a constaté, désolé, ce pointeur ne fonctionne pas. Ce que l'on a constaté, c'est que, donc voici la structure des cellules, ça c'est le mitochondrie, c'est véritablement la station-service de la cellule, la centrale électrique plutôt. Ces mitochondries sont entravées, et quand on pense à la centrale électrique, ce serait une centrale électrique qui ne fonctionne pas très bien. Et cela peut générer de la fumée. Pour nous, la fumée, ce sont les espèces oxydatives en haute concentration qui sont très délétères pour les cellules, qui peuvent être nocives pour la cellule en tant que telle. Et donc, comme vous pouvez le constater, ils sont plus élevés dans les patients que chez la personne contrôle. Cela peut également s'attaquer à la membrane lipidique des podocytes cystinotiques. Cela débouche sur une peroxydation lipidique et cette peroxydation est nuisible aux cellules car la composition, la forme de la membrane évolue, change et comme vous le constatez, nous avons observé une hausse de la peroxydation lipidique dans les deux patients par rapport au contrôle. Mais comment régler le problème? Il faut bien agir, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons agi. Nous avons utilisé un antioxydant que l'on appelle Mitotempo. On peut également agir en amont, en aval plutôt, avec un agent anti-peroxydant en agissant en aval donc. Et donc, avec ce composé, le Mitotempo, on constate davantage de podocytes adhérents par rapport aux patients non traitement, qui ne sont pas sous traitement. Donc les podocytes fonctionnent mieux et nous avons la même situation avec les patients en liprodixite 1, l'iproxatine 1 plutôt. Plus d'adhérence à la surface. Et ce n'est pas tout. Les deux composés ont été en mesure de réduire la perméabilité, tant le Mitotempo que le l'iproxatin 1. Cela veut dire que le fonctionnement est amélioré. Et nous voudrions confirmer les résultats que nous avons eu trop en culture. Ça, c'est un modèle vert, il est vert. C'est génétiquement modifié et de manière, c'est un poisson zèbre donc, et donc il a une protéine de fluorescence verte. Donc si ça fonctionne, c'est gardé dans le filtre et cela débouchera sur une fluorescence accrue dans l'œil.
Donc, il y a une protéine fluorescente verte qui fonctionne. Mais si le glomérule, le filtre ne fonctionne plus, cette protéine fluorescente verte est évacuée par les urines du poisson. Cela débouchera sur une baisse de la fluorescence dans l'œil du poisson. Et c'est exactement ce que l'on a avec les podocytes cystinotiques. Mais si l'on donne au podocyte cystinomique du médiotempo avec la cystéamine, la fluorescence revient jusqu'au niveau du contrôle sain. Cela veut dire que nous avons été en mesure, grâce au méthodempo, avec le léprostatine 1 aussi, nous avons eu les mêmes résultats. Nous avons été en mesure de restaurer la capacité de ce poisson. Nous sommes en mesure de réparer le pont pour passer de cette passerelle brinque-ballante à cette passerelle étincelante. Voilà, j'espère que vous apprécierez notre travail et je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Eh bien, soit c'était très clair, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, nous en sommes arrivés à la fin des présentations de nos posters, de nos affiches. À présent, les familles sont invitées à voter. Nous allons réaliser un sondage menti. C'est le code QR ici. Donc, chère famille, votez pour le chercheur qui vous a mieux convaincu de son travail et qui a été le mieux capable de bien présenter son travail de manière simple à suivre. Donc, Annemarie de Vrucht et tous les 5-6 orateurs, on ne peut pas voter donc pour le professeur Michelet et pour la professeure Keisbergs. Voilà. Ah, donc c'est donc la vulgarisation sur laquelle on vote. Qu'est-ce qui était le plus facile à comprendre? Donc voilà, scannez bien ce QR code. Et d'ailleurs, j'en arrive au dernier transparent de la journée. On m'a dit qu'il y a également un questionnaire qui est mis en ligne par le groupe de Charouchonan sur les maladies oculaires et le recours aux gouttes oculaires. Ça a été présenté aujourd'hui et Rachel va en parler demain. Donc, s'il vous plaît, regardez un petit peu ce questionnaire et veillez à y répondre. Utilisez le code QR qui est affiché maintenant à l'écran. Allez, revenons-en à notre concours et à notre vote. Et nous annoncerons les résultats demain soir, samedi. Et nous connaîtrons le grand vainqueur du concours du prix de la famille CNE pour la meilleure communication sur des travaux de recherche. Voilà, je crois que l'on peut conclure cette séance. Je regarde Agnès, je pense que l'on peut conclure et en rester là pour aujourd'hui. Anne-Marie a une question en fait. Alors, merci beaucoup. Je voulais poser une question en tant que les néphrologues sont là parce que j'ai peur que demain ils ne soient plus là, on n'aura plus la chance de leur poser. C'est une question générale. Sur le traitement cystéamine et la dialyse, si je peux. Est-ce que la dialyse réduit l'effet du traitement de la cystéamine, cystingon, process-P? Je sais bien que c'est un peu différent de ce que l'on a évoqué aujourd'hui, mais tant qu'on a les néphrologues sous la main, je voulais poser la question. C'est une question très importante. En réalité, nous ne disposons pas de véritables données en la matière.
Alors, il faut mesurer la cystéamine dans le sang avant et après la dialyse. Ça a déjà été fait par Martina Bassal il y a quelques années et ça a été mesuré dans le liquide de dialyse péritonéale et ça a été mesuré sur un patient. Et sur base de ces informations, on pourrait dire que la dialyse ne l'évacue pas. Je sais qu'une publication a été réalisée. Il y a eu la présentation de Greg Lankman de Chicago. Il démontrait qu'il y a, il y a des différences en fonction du type de dialyse. Et eux n'ont pas pu établir la clairance de la cystéamine par la dialyse, mais ils ont vu une différence dans le métabolisme. Il serait peut-être judicieux de réaliser une étude de la question, car il n'y a pas tellement de patients atteints de cystinose sous dialyse, mais peut-être serait-il bon de collecter des informations sur 5 à 10 patients et de mesurer la cystéamine dans les fluides de dialyse. Alors on serait en mesure de répondre correctement à cette question. Alors, voilà, y a-t-il une différence entre la clairance avec hémodialyse et dialyse péritonéale? Alors, pas pour autant que je sache. Donc, ça a été mesuré sur un patient, une patiente. Alors, cela dit sur la concentration de cystéamine. Et alors, bien entendu, la physiologie est complètement différente entre les deux types de dialyse aussi. Il faut bien le souligner. Bon, plus de questions? Allez, très bien. On se voit demain. Belle soirée. Et vos interprètes vous souhaitent une belle soirée. À demain. Au revoir.